Bienvenue sur ces plateaux d'Éduc Télévision. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un thème particulier consacré à l'éducation nationale. Nous allons parler de l'intégration du développement durable dans notre programme scolaire du primaire. Et pour cela, nous avons réuni pour vous, sur ces plateaux, 4 experts éducatifs de notre ministère de l'Éducation nationale. Nous vous disons bienvenue sur ces plateaux. En face de moi, j'ai le plaisir d'avoir M. Yeye. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Merci beaucoup, Madame Félicie. Il s'agit bel et bien de M. Arnold Yeye Njoli. Je suis chef de division au secteur de l'éducation à la direction des programmes et comités spécialisés du secrétariat permanent de la Commission nationale pour l'UNESCO. Un grand titre et une grosse responsabilité. Hein? Et à côté, c'est M. Ebengo Eugène. Merci beaucoup. C'est bien Ebengo Makoké Eugène. Je suis chef de division et chef de secteur de l'éducation à la Commission nationale pour l'UNESCO. Et je suis en même temps promoteur du Centre congolais d'éducation pour tous, CCPT. Bienvenue sur le plateau d'Éduc Télévision. Monsieur Zéphirin, nous sommes à vous. Merci madame. C'est bien monsieur Zéphirin Kalutoso. Je suis inspecteur principal à l'IG, à l'inspection générale, au service de CERNAFOR, c'est-à-dire Service national de formation du primaire, du personnel du primaire. Je suis ravi d'être avec vous sur ces plateaux. Merci, monsieur Jean Moukoumar. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Merci, à vos madame. titres et qualités? Je m'appelle Jean Moukoumar. Je suis chef de cellule de pédagogie et formation au Centre de recherche et de diffusion de l'information pédagogique, CEREDIP en CIP, à la direction des programmes scolaires et matériels didactiques, Diplomate. Merci. Bienvenue sur le plateau d'Éduc Télévision. Je reviens directement à vous, monsieur Yeye. Vous êtes de la Commission nationale de l'UNESCO. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette commission nationale? Parce qu'on a souvent tendance à confondre le bureau de l'UNESCO et la commission nationale. Dites-nous, c'est quoi les attributions du bureau de la commission nationale de l'UNESCO? Merci pour la question. Je verrai d'entrée de jeu vous dire que la Commission nationale pour l'UNESCO n'est pas l'apanage de la République démocratique du Congo. Donc, au sein de tous les États membres de l'UNESCO, il y a une Commission nationale pour l'UNESCO. Et c'est en application de l'article 7 de l'acte constitutif de l'UNESCO où on a obligé à tous les États membres de l'UNESCO de pouvoir mettre en place une structure appelée Commission nationale pour l'UNESCO, tout en tenant compte des spécificités et des particularités propres à chaque pays. Et donc, la structure organisationnelle et fonctionnelle de la Commission nationale dépend d'un pays à l'autre, mais la quintessence de la matière est la même. Est-ce que vous pouvez nous parler, peut-être en 2 mots, de votre cahier des charges et essayer de nous peindre un peu la différence qui existe entre le bureau de l'UNESCO, que nous connaissons tous, et la Commission nationale? C'est quoi la différence? Et c'est quoi votre cahier des charges? Merci beaucoup. La Commission nationale pour l'UNESCO, c'est un service interministériel. Et dans le cas de la République démocratique du Congo, elle est aujourd'hui régie par l'ordonnance du 2 août 1993 portant restructuration de la Commission nationale zaïroise pour l'UNESCO. En bref, ce que nous pouvons retenir, la Commission nationale joue le rôle de liaison, c'est-à-dire c'est une structure qui joue le rôle d'interface entre l'UNESCO et le gouvernement, mais également entre la Commission nationale pour l'UNESCO ainsi que les bureaux UNESCO, c'est-à-dire les bureaux hors siège et d'autres structures non étatiques, notamment de la société civile et les organisations non gouvernementales qui œuvrent dans les domaines de compétences de l'UNESCO. Ça, c'est le premier rôle de la Commission nationale. C'est le rôle de liaison. Mais également, il y a le rôle de coordination. La Commission nationale pour l'UNESCO coordonne parce qu'il y a plusieurs réseaux. Il y a plusieurs réseaux qui fonctionnent, qui œuvrent dans les domaines de compétences de l'UNESCO. Par exemple, les écoles associées pour l'UNESCO,
les centres, les associations et clubs pour l'UNESCO, il y a le Cher UNESCO, il y a plusieurs structures qui œuvrent dans le domaine des compétences de l'UNESCO et la Commission nationale pour l'UNESCO joue le rôle de coordination. Mais il y a également le rôle de représentation, c'est-à-dire nous représentons le gouvernement au sein des différentes réunions qui se passent au niveau de l'UNESCO. Et que ce soit les réunions organisées par les organes directeurs de l'UNESCO, notamment la conférence générale de l'UNESCO, le conseil exécutif, les sessions intergouvernementales qui peuvent être organisées soit au siège de l'UNESCO à Paris ou en dehors de Paris si on délocalise la réunion. Donc, voilà un peu le rôle que joue la Commission nationale pour l'UNESCO. Voilà, je pense que c'est quand même beaucoup de rôles. Je pense que nos téléspectateurs ont su quand même retenir d'eux et essayer de retenir cette différence qu'il y a entre le bureau de l'UNESCO et la Commission nationale. S'il vous plaît, je n'ai pas encore fait la différence. Oui, on attend que vous fassiez cette différence. Oui. La Commission nationale, c'est une structure interne. C'est un service interministériel qui dépend de la République démocratique du Congo au même titre que les autres services publics de l'État. Mais le bureau UNESCO, c'est dans le cadre de la décentralisation de l'UNESCO. C'est-à-dire il y a la représentation de l'UNESCO en République démocratique du Congo. C'est là où on parle du bureau UNESCO. Donc, le bureau hors siège, c'est le déploiement de ce que fait l'UNESCO, mais dans un État membre. Et entre les bureaux hors siège et la Commission nationale pour l'UNESCO, il y a des mécanismes de collaboration. Mais à la fin de compte, quand vous expliquez, on a comme l'impression que vous faites la même chose. Non, on ne fait pas la même chose parce que le rôle de la Commission nationale est de jouer le rôle d'interface. Purement au niveau national. Au niveau national. Au niveau national. Monsieur Bongo, je viens à vous. Il y a peu, la Commission, avec d'autres partenaires éducatifs, je citerai la Diplomade, et il y a aussi d'autres experts éducatifs. Vous avez organisé sous la bannière de l'UNESCO, du bureau de la commission de l'UNESCO, vous avez organisé un atelier. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu les objectifs de cet atelier-là? Merci beaucoup. Lorsque vous voyez l'intitulé, lorsque vous voyez, le thème, c'est la réorientation, une réflexion sur la possibilité de réorienter le programme national d'enseignement primaire vers le développement durable. C'est-à-dire, le programme national est sorti en 2011. Mais en 2014, il y a la sortie de la loi 4. Et l'innovation numéro 16 de la loi 4 dit qu'il faut initier les élèves et les étudiants au développement durable et à la lutte contre le changement climatique. Bon, alors, comme on a donné cet ordre-là, l'UNESCO tenait à ce que tout ce qui est développement durable, qu'on trouve des éléments qui vont entrer dans les programmes nationaux qu'on va enseigner. Mais chez nous, comme le programme est sorti avant la loi 4, c'est sûr que les éléments du programme peuvent ne pas être en accord avec l'orientation donnée par la loi 4. Okay. Voilà pourquoi nous avons dit que si on est ainsi, nous devons maintenant faire une réflexion pour voir comment on peut réorienter ce programme-là du primaire vers le développement durable. Alors nous avons pris en considération deux composantes. La composante développement durable et la composante programme national. Okay. Alors nous allons, premier objectif, c'est sélectionner les éléments du développement durable qui peuvent avoir un impact sur l'éducation des enfants du primaire. Donc là, c'est le premier objectif spécifique. Et si cet objectif est là, c'est moi qui avais fait l'exposé sur ça. Et après l'exposé, on a soutenu les éléments en question, on demandait. Alors ensuite, il fallait sélectionner les éléments du programme national en vigueur pour voir si cette matière qui a été inscrite avant la sortie de la loi cadre vont encore dans la ligne fixée par le développement durable. Et c'est là où M. Moukoumar a fait un exposé. Et après, nous avons soutenu aussi les matières de son exposé en rapport avec le programme national. Et ensuite,
comme nous avons l'éventail développement durable et l'éventail programme national, il fallait faire maintenant l'harmonisation entre ces deux éventails pour rester avec un seul éventail qui va représenter sous-bassement de la réorientation. Et nous avons fait ce travail-là. Et ensuite, troisième objectif, c'était, comme nous avons cet éventail, pour mettre la matière dans le programme. Quelle forme on va prendre? Ça demande maintenant l'intervention d'une approche pédagogique. Il faut connaître quelle approche utiliser pour que cette matière soit posée dans le programme. Sinon, ça sera difficile. On va y arriver pour le contenu. Ça c'est pas le contenu. On va y arriver, on va creuser et puis on va parler un peu de processus pour arriver à cette réorientation. Mais j'aimerais un peu, avant de revenir vers vous, poser une question à M. Moukoumari. À M. Moukoumar. Le programme scolaire du primaire, puisque vous êtes de la diplomate, date de 2011. Exact. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a vraiment un retard? Pourquoi c'est aujourd'hui que nous nous réveillons pour dire intégrons le développement durable, alors que la thématique date de bien longtemps? Pourquoi c'est aujourd'hui, plusieurs années plus tard? Ok, merci. Je pense que Eugène a expliqué. Quand nous avons analysé les programmes de l'enseignement primaire, nous avons constaté que les thématiques des objectifs du développement durable, dans le programme était aussi en avance par rapport à la loi, à la loi 4 qui est sortie en 2014. Et nous avons vu ensemble, analysé, on a constaté que il y a dans notre programme des branches qui ont déjà intégré les thématiques du développement durable. Ce travail de réflexion que nous avons mené ensemble, c'est comme il a dit, nous allons voir par rapport aux différentes thématiques qui sont dans le programme national, quelles sont les thématiques qui manquent et comment nous allons les intégrer. Enrichir nos thématiques avec les libellés qui sont dans le programme libellé autrement, avec les libellés des objectifs de développement durable. Sur ces points-là, nos branches ont déjà intégré beaucoup de thématiques de développement durable. Okay. Merci. Je viens à vous, M. Zéphirin. Vous êtes inspecteur. C'est vous un peu qui suivez ces programmes sur les terrains, dans l'application, dans des écoles. Mais comment se fait-il? Parce que moi, j'ai un souci. On a un programme de la maternelle qui est tout récent, qui intègre un peu plus les questions de développement durable, qui s'aligne sur ces questions-là, qui est un programme de 2021. Et le programme du primaire, qui est de 2011. Et on a encore divers programmes du secondaire qui se retrouvent un peu plus récents. Comment vous faites en tant qu'inspecteur sur le terrain pour qu'il y ait équilibre? Parce qu'il y a comme un décalage. Vous avez 2021 avec la maternelle et vous descendez plus bas, 2011 avec le primaire, et puis vous remontez encore avec d'autres innovations au niveau secondaire. Est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a quand même un déséquilibre au niveau de notre système éducatif? Merci madame pour la préoccupation, mais je vous dis d'emblée qu'il n'y a pas de déséquilibre. Les contenus matières, les savoirs essentiels qui sont dans les programmes et même lors de l'analyse, on a constaté que les programmes du primaire de 2011 prenaient en compte beaucoup de thématiques des objectifs de développement durable. Ce qui est vrai également, c'est que vous savez que même si le programme est de 2011, avec l'évolution du temps, il y a des textes de loi. Dès que les textes de loi sortent, nous, au niveau de notre service, de Cernafor, nous développons les outils sur les terrains qui font que cette intégration-là est
ajouter dans nos modules de formation et dans nos guides d'enseignants que nous donnons. Et à ces moments-là, les enseignants tiennent compte de l'évolution du temps pour adapter les contenus matières aux circonstances du moment. Donc, il n'y a pas vraiment de retard, mais ce que nous félicitons à la commission, c'est le fait de nous avoir associés dans une réflexion qui va faire de sorte que nous puissions donner une orientation en tenant compte que ces objectifs devront être évalués en 2030, je pense, et à ces moments-là, nos enseignants, avec les outils que nous aurons à développer de plus, ils vont plus marteler sur l'orientation, la nouvelle orientation qu'on aura donnée à ces contenus matières pour développer les compétences des apprenants. D'accord, bien. Je vous prie. Merci, madame. Et c'est comme Zéphirin dit, les collègues Eugène. Le programme de l'enseignement primaire en vigueur date de 2011, comme vous l'avez si bien dit. Et les objectifs du développement durable auxquels notre gouvernement a souscrit, c'est de 2014. Pardon, 2014. Il y a eu un écart de 3 ans. Et nous sommes dans parce que les programmes qui sont en vigueur, même au niveau secondaire, ce sont des programmes de 2005. Mais tandis que notre programme de l'enseignement primaire date de 2011. Et nous sommes dans une dynamique de 2005, réforme. Mais avec des innovations intégrées. Oui, 2011, avec... Le programme du secondaire. 2005 avec des innovations intégrées. 2005 avec des approches pédagogiques innovantes. Alors, pour les programmes, notre programme de l'enseignement primaire 2011, il y a des innovations pédagogiques, mais j'ai dit tout à l'heure que les thématiques du développement durable ont déjà été prises en compte. Alors, nous sommes maintenant dans une dynamique et cet atelier de réflexion tombe à point nommé parce que nous sommes dans une dynamique de réforme, de révisitation de nos programmes. C'est pourquoi l'atelier tombe à point nommé et nous allons, comme j'ai dit tout à l'heure, les thématiques du programme national ont déjà été prises en compte par rapport aux objectifs de développement durable et nous allons voir davantage comment les intégrer et quelles approches pédagogiques, actives à intégrer pour que ces programmes répondent effectivement aux objectifs de développement durable. Je viens à vous, mais avant de continuer, puisque vous parlez des approches innovantes, quelles sont ces approches innovantes-là qui ont été discutées lors de l'atelier? Bon, ici, le problème, c'était que sur le terrain, il y avait 3 approches. Il y avait l'approche par objectif, ou pédagogie par objectif, PPO. Il y avait l'APC, approche par compétence. Il y avait aussi APS, approche par situation. Alors maintenant, on s'est posé la question, comment se fait-il que le programme exploite l'APS et que sur le terrain, on se retrouve avec 3? Pourquoi ça? Et nous avons fait venir le professeur, comment il s'appelle encore? Il y a un professeur qui est venu pour nous parler des approches PPO, APC et APS. Et en fait de compte, lui, il a proposé une approche holistique. C'est-à-dire une approche qui tient compte de tous les aspects holistiques. Mais en fait, nous sommes dit avec les collègues que non, ce qui est essentiel, c'est avoir une approche où l'enfant participe à l'élaboration de la connaissance, où l'enfant est actif et participatif. Et aujourd'hui, pour donner le nom, c'est un peu trop tôt. Je pense que lorsque la gestion du programme va se mettre à réorienter le programme, il y aura encore d'autres experts qui seront là. Je pense qu'avec les échanges, on arrivera à identifier cette approche-là. Donc, c'était cette manière. Tout à l'heure, M. Zéphirin nous a signifié qu'il y avait déjà des questions de développement durable qui intégraient déjà le programme de 2011. Et pourquoi vous voulez encore en ajouter d'autres? Et quels sont ceux que vous voulez ajouter dans ces programmes? D'accord, merci. Avant de répondre à votre préoccupation, je voulais revenir par rapport au décalage que vous avez observé, parce que le programme du primaire est de 2011
Mais ce que je veux vous dire, c'est que le primaire a bénéficié de beaucoup de projets qui ont essayé de nous capaciter pour que nous puissions intégrer ces objectifs du développement durable dans les pratiques des classes. Donc, nous avons bénéficié des programmes avec Paquet. Nous avons bénéficié de beaucoup de programmes, disais-je, et ce qui a fait que cette question-là a été abordée convenablement. Mais vous ramez, excusez-moi, puisque vous dites si bien, vous avez bénéficié de beaucoup de programmes, on dit beaucoup de projets on dit bien que la comparaison n'est pas raison, mais permettez-moi de comparer. Vous avez été accompagné par le Paquet, je pense maternelle même, mais ils ont filé un peu plus vite, ils sont en 2021. Qu'est-ce qui se passe au niveau du Cernafor primaire? Non, la question de développer des programmes, ce n'est pas une question de nos directions. C'est une question de la diplomate. C'est la diplomate qui oui, c'est une question qui demande qu'il y ait des fonds, qu'il y ait des moyens, pour qu'en fait, on puisse demander à la diplomate de pouvoir revisiter les programmes. Donc, c'est tout un problème qui fait que, avec les temps, avec tout ce que nous avons connu comme paradigme, que les programmes du primaire ne soient pas rénovés. Mais je voulais vous dire, l'enrichir, c'est une question importante sur le terrain. Nous avons profité pour que les approches pédagogiques puissent être intégrées et que nous puissions aller de l'avant. Donc, je crois que ça, c'est une particularité. Mais je viens à vous, s'il vous plaît. Je voudrais Papa Ebengo. Ce que notre ami Oumara dit. Les programmes en soi prennent déjà en compte plusieurs thématiques qui vont dire, comme vous avez dit, comme on a dit. Mais le problème est que pour l'UNESCO, ce ne sont pas des thèmes isolés qu'on doit intégrer dans le programme. Pour l'UNESCO, le développement durable doit être le thème central vers lequel tout l'enseignement doit tendre. C'est-à-dire tout ce que l'on fait, ça doit tendre vers le développement durable, la durabilité. Voilà pourquoi, malgré que nous avons des thèmes dans le programme, il faut voir maintenant, comme elle a dit, comment réorienter ça. Vous voyez? Parce que dans ce programme, il y a des matières qui sont déjà réorientées, il y a des matières qui sont réorientées, mais il faut les renforcer. Il y a aussi des matières qui ne sont pas réorientées, qu'il faut réorienter. Donc tout ça, ça sera dans le travail de la réorientation du programme. Mais dans tout ça, moi, je souligne carrément un retard, que ce soit de la part de la diplomate, que ce soit de la part de la Commission nationale de l'UNESCO. Il y a comme une sorte de l'inertie. Ça n'évolue pas parce que, excusez-moi, parce que les ODD sera évalué d'ici 2030. On est à 5 ans de l'évaluation. Et c'est aujourd'hui que l'UNESCO s'est réveillé, on dit non, ok, on vous amène un projet. Et pourquoi ces retards? Je reviens sur les retards. Et vous savez, chers experts, que notre programme national est beaucoup critiqué. À la cité, sur le terrain, nous sommes beaucoup critiqués. À cause du retard, on dit qu'il n'y a pas d'innovation. Et comment on peut se rattraper dans tout cela? Ok, merci. Eugène, si je peux répondre à cette question. Madame, on dit la même chose, que notre programme national en vigueur a déjà pris en compte beaucoup d'objectifs du développement durable. Le retard, il n'y a pas de retard. Le retard, c'est que le programme doit être révisité tous les 5 ans. Et nous savons bien que nous sommes déjà dans cette dynamique de révisitation des programmes. Nous sommes à plus de 10 ans de retard. Peu importe, nous allons révisiter ces programmes. On a déjà commencé. La réflexion, Tom a bien nommé parce que nous sommes déjà dans cette dynamique-là. Le programme en vigueur a déjà une approche pédagogique innovante, l'approche par les situations. Et nous avons dit que peu importe les noms des approches pédagogiques, l'essentiel que nous arrivions à une approche pédagogique qui préconise un enseignement actif, où les élèves participent, eux-mêmes découvrent les connaissances. C'est ça, c'est l'apprentissage actif. Et dans ce programme en vigueur, il y a une approche pédagogique par les situations enrichies
des objectifs, de l'approche pédagogique par objectif, comme Eugène a dit. Le problème, c'est quoi? C'est que les enseignants qui utilisent ces programmes, ces enseignants n'ont pas été formés à l'utilisation. Quand il y a une réforme, une innovation, il faut un changement. Ça doit donner, pour que ça puisse donner des résultats attendus, il faut que les enseignants soient formés à l'utilisation de cet outil nouveau. Mais à qui revient cette responsabilité-là la de la responsabilité, la responsabilité pour s'adapter aux nouvelles réformes? Exact. Le programme, comme Zéphirin dit tout à l'heure, qu'on a bénéficié de beaucoup de partenaires qui nous appuient. Un programme, ce n'est pas seulement les experts qui le conçoivent, qui le produisent, mais il faut réunir des moyens pour que ce programme arrive dans les salles de classe. Mais il faudra surtout que ces enseignants soient formés. Et qui dit formation, c'est des moyens. Les partenaires viennent. Ils ne nous accompagnent pas jusqu'au bout. Ils nous abandonnent en cours de route. Les partenaires viennent, on conçoit un nouveau programme. Il faut attendre la distribution et notre partenaire. Soit l'État doit mettre les moyens. Ces cercles-là, c'est cette chaîne qui n'est pas suffisamment appuyée. On est en train de citer. J'ai comme l'impression qu'il me manque un intervenant au milieu de vous, parce que c'est comme si on se jette de pierre. C'est comme s'il y a une direction qui soit chargée de suivre tous ces programmes, l'applicabilité de toutes ces choses qui n'est pas ici représentée. Non, madame, non. J'ai dit ceci. Vous savez qu'un programme, comme il a dit, le cycle de 5 ans, mais il y a toujours, dans tous les pays, il y a toujours des textes de loi, des arrêtés, des circulaires, qui, lorsqu'il y a des innovations, et les autorités de notre ministère prennent des textes de loi pour compléter et pour prendre des décisions qui feront que les thématiques qui ont été récentes soient introduites dans le contenu, dans le programme. Je voulais vous donner comme exemple. Vous savez qu'en 2012, il y a eu une rencontre des ministres de l'Éducation au Rwanda, Kigali. Et lors de cette rencontre, on avait regretté les faibles niveaux en lecture et en mathématiques de nos apprenants. On a pris des décisions et on a élevé, même si le programme de 2011 était là, on a élevé la lecture et l'écriture au rang des branches. Et ça, nous devions tenir compte de ces éléments-là. Et c'est comme ça, nous avons dit également que lorsqu'il y a eu en 2014 les objectifs du développement durable, et lors des multiples formations, nous avons développé des outils qui font que les enseignants doivent tenir compte de ces nouveaux éléments qui arrivent, même si le programme n'est pas encore revisité. Mais ces activités-là, toutes ces activités-là nous permettent de pouvoir nous mettre au pas par rapport à l'avancement de la technologie et de la science. Merci. Nous sommes en train de citer rapidement, Monsieur Yeye, quels sont les défis que vous rencontrez dans la mise en place de ces projets? Quels sont les défis potentiels déjà? Les compétences sont d'attribution. La Commission nationale pour l'UNESCO ne peut pas tout faire, ne peut pas s'improviser pour aller faire ce que d'autres services sont appelés à faire. Nous avons fait notre rôle, qui est celui de susciter les initiatives auprès des différents départements ministériels. Et je suis heureux de constater que l'activité que nous avons organisée tombe à point nommé. Et je dois ici vous rappeler que la Commission nationale pour l'UNESCO ne va pas s'arrêter là, dans le cadre de l'orientation vers le développement durable. Nous allons aller plus loin pour aller toucher même l'éducation non formelle. Parce que quand on traite les questions éducatives au niveau de l'UNESCO, ce n'est pas seulement l'enseignement formel qui est piloté au niveau du ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Mais il y a également
d'autres ministères, notamment les affaires sociales, la formation merci, monsieur. On se rend compte, vous prêchez bien pour votre chapelle. Je reviens à monsieur Bengo pour essayer un peu de chiter, puisque vous êtes aussi expert à la petite enfance. Cette question vous concerne non seulement par rapport à vos attributions au niveau de l'UNESCO, mais aussi par rapport à notre ministère de l'Éducation nationale. Et quelles sont les perspectives à venir pour ces projets? Parce que je me rends compte qu'il y a plus de questions liées à l'environnement qui est intégré. Est-ce qu'il y aura-t-il d'autres questions liées au développement durable qui seront prises en compte dans ces projets? Oui, merci beaucoup. Il n'y a pas que le développement durable que nous traitons ici. À côté de ça, il y a l'éducation pour la citoyenneté mondiale qui est là. L'UNESCO fait aussi son cheval de bataille en CSS. Et il y a aussi l'éducation verte qui doit aussi s'impliquer. Les innovations plutôt en dehors, les innovations en dehors de quelques thématiques de l'environnement que nous connaissons déjà. Bon, je disais qu'en dehors de ça, il y a l'éducation à la citoyenneté mondiale qui doit être exploitée aussi dans les programmes scolaires. Il y a aussi l'éducation verte. Là aussi, on insiste que ça puisse entrer dans le programme scolaire. Mais ce qu'il faut dire est que toutes ces éducations sont représentées par un terme qu'on appelle éducation adjectivale. Dans ce terme-là, on trouve toutes ces sortes d'éducation. Éducation à la paix, éducation à la non-violence, éducation à tout ça. Donc pour répondre aux 17 objectifs du développement durable. Voilà. Nous avons les éducations adjectivales qui couvrent l'ensemble de toutes ces éducations qui doivent être intégrées dans les programmes scolaires. Alors, j'ai dit que, en ce qui me concerne, moi je voudrais que ce que nous avons commencé avec nos amis ici, que ça soit soutenu. Parce que si on donne des moyens à la direction du programme, donc la direction va réorienter le programme national. Et puis, il y a possibilité qu'on avance au niveau de 7e et 8e éducation de base. Parce qu'à 2030, dans l'évaluation en maternelle, nous avons déjà un programme réorienté. Je pense que le sujet est tellement vaste. Voilà. Et j'aimerais prendre un autre rendez-vous avec vous, avec cette équipe qui est formidable, et pour continuer à débattre sur ces sujets et à enrichir nos téléspectateurs. Si vous le voulez bien. Voilà, merci. En tout cas, merci d'avoir été de nôtres. Nous avons été enrichis, le téléspectateur et nous. Nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro avec le même plaisir et nous vous promettons de revenir sur ces plateaux pour continuer à parler de notre système éducatif. Merci. Merci.